cette abondance d'énergie fossile prenant fin, eh bien, on peut se poser la question de notre capacité, effectivement, à extraire des ressources dans le futur qui seront moins faciles à extraire que ce qu'elles étaient il y a un siècle, quoi. En gros, c'est les mines de cuivre du 23e siècle, ce sera pas tout à fait la même manière d'extraire le cuivre qu'aujourd'hui, parce que elles seront plus profondes, elles seront, on fera pas ça avec des pioches, des ânes et je sais pas quoi, comme au Moyen-Âge. C'est pas possible, il y a pas de retour en arrière possible, d'une certaine manière. Donc c'est un peu cette idée-là, et de dire que peut-être que du coup, avec moins d'énergie fossile disponible, eh bien, dans le futur, peut-être qu'on aura tout simplement moins de ressources disponibles aussi. Concernant les métaux, vous introduisez dans la BD, dans vos différents livres, une autre notion, c'est le pic de tout, le pic de tous ces matériaux. D'une part, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept, et d'autre part, est-ce qu'on estime qu'on va manquer de matériaux pour faire la transition énergétique? Alors le pic de tout, oui, il y a un petit côté glaçant, mais je vais essayer non pas de rassurer, mais juste d'expliquer le mécanisme. En fait, c'est juste une manière c'est une conclusion qu'on peut tirer du fait que il n'y a pas juste une question de ressources, il n'y a pas juste une question d'énergie, mais que ressources et énergie sont liées, en fait, puisque d'un côté, il nous faut en fait de l'énergie pour transformer les ressources, c'est-à-dire aller extraire des minerais, faire le traitement des minerais, faire de la métallurgie, atteindre le niveau de pureté de ces différents éléments chimiques pour ensuite pouvoir les incorporer, j'en sais rien, dans des alliages, dans des panneaux solaires, dans de la nanoélectronique. Enfin voilà, il y a donc tout ça, ce sont des processus qui réclament de l'énergie, et la plupart du temps de l'énergie fossile, parce que voilà, c'est des gros camions, 300 tonnes de charge utile qui descendent au fin fond de grandes mines et tout. Bon, alors il y a quelques mines aujourd'hui, on voit arriver, je sais pas, en Europe notamment, en Suisse, en Suède, on voit arriver de l'électrification de ces camions, donc avec peut-être des caténaires, des choses comme ça. Bon, donc j'exclus pas que voilà, qu'il y ait des évolutions là-dessus, mais en tout cas voilà, il y a quand même une partie massive d'énergie fossile, donc de l'ordre de 10% de l'énergie primaire mondiale qui est consacrée à la transformation des ressources, donc c'est non négligeable. Je triche un peu en disant ça, parce qu'en fait, les 2 tiers de ça, c'est juste le charbon qui est utilisé pour transformer le minerai de fer en acier, et puis le reste, c'est tous les autres métaux. Donc d'un côté, voilà, on a besoin d'énergie pour les ressources, et de l'autre côté, on a besoin de ressources pour l'énergie. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on consomme 1/10 de l'énergie solaire qui arrive sur Terre chaque année, à peu près, hein, c'est l'ordre de grandeur. Donc soit sous forme solaire, soit sous forme dérivée, le vent, l'hydroélectricité, donc lié au cycle de l'eau, etc. On peut imaginer qu'on a vraiment une quantité phénoménale d'énergie à disposition. Reste ensuite à réussir à la mettre en œuvre et à déployer suffisamment d'énergie renouvelable, etc. Mais pour faire ça, il faut des ressources aussi pour capter, pour convertir en électricité, pour transporter cette électricité, pour la stocker, etc. Et donc voilà, on a un peu ces deux enjeux en même temps. Si on n'avait qu'un problème d'énergie, mais qu'on avait des ressources infinies et faciles à récupérer à disposition, il suffirait effectivement de déployer suffisamment rapidement toutes les énergies renouvelables, le bon mix d'énergie renouvelable et de stockage qu'on veut. Mais on n'a pas exactement toutes les ressources à disposition d'un claquement de doigts, quoi. Une mine, c'est souvent quelques centaines de millions ou milliards de dollars et 10, 15 ans, 20 ans de développement. Donc ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et puis à l'inverse, l'énergie, les ressources vont réclamer de plus en plus d'énergie, parce que en fait, il y a quand même non pas une logique d'épuisement, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais une logique de ressources qui deviennent de moins en moins accessibles ou de moins en moins concentrées. Pour le coup, c'est vrai aussi avec le pétrole, hein. C'est voilà, le progrès technologique, oui, il a permis de faire d'extraire avec de la fracturation, avec des forages horizontaux, etc., des pétroles dits non conventionnels, des pétroles de roche-mère, voilà. Mais sauf que ce sont des quantités plus faibles ou plus dures à extraire ou réclamant plus de ressources pour aller les chercher. Et donc, il y a un peu cette espèce d'effet de cercle vicieux qui fait que, finalement, il y a eu une abondance en ressources parce qu'il y a eu une abondance en énergie. Et l'abondance en énergie, elle vient aussi de l'abondance en ressources, quoi. Donc, c'est un peu circulaire. Donc, voilà, il y a
Donc dans mon idée un peu prospective, mais tout ça resterait évidemment peut être challengé, il y a pas de souci, mais c'est cette idée de dire que bah oui, l'abondance énergétique pour le coup sous forme d'énergie fossile, elle finira bien par avoir des limites, en particulier pour le pétrole. Alors peut-être que c'est est-ce que l'horizon c'est 50 ans, est-ce que l'horizon c'est 100 ans, j'en sais rien. Pour le charbon, c'est peut-être un peu plus. Tout dépend en fait du taux de croissance aussi, évidemment énergétique, hein, parce que pour l'instant, on n'est pas du tout en train de calmer le jeu. Hein. La consommation énergétique, elle augmente à peu près à la vitesse du PIB, un tout petit peu moins vite, mais on n'est pas du tout dans une logique de découplage absolu, avec le PIB qui monte et les besoins énergétiques qui baissent, et puis les émissions de CO2 qui baisseraient encore plus. On est plutôt à 3 courbes qui sont toutes les 3 croissantes, avec légèrement peut-être l'espoir qu'on passe un pic des émissions de CO2 quand même. Mais en tout cas, voilà, cette abondance d'énergie fossile prenant fin, eh bien, on peut se poser la question de notre capacité, effectivement, à extraire des ressources dans le futur qui seront moins faciles à extraire que ce qu'elles étaient il y a un siècle, quoi. En gros, c'est les mines de cuivre du 23e siècle, ce sera pas tout à fait la même manière d'extraire le cuivre qu'aujourd'hui, parce que elles seront plus profondes, on fera pas ça avec des pioches, des ânes et je sais pas quoi, comme au Moyen-Âge. C'est pas possible, il n'y a pas de retour en arrière possible, d'une certaine manière. Donc c'est un peu cette idée-là, et de dire que peut-être que du coup, avec moins d'énergie fossile disponible, eh bien, dans le futur, peut-être qu'on aura tout simplement moins de ressources disponibles aussi. Donc, si je comprends bien votre discours et le fait que vous pointez en avant, vous mettez en avant ce pic de matériaux, c'est peut-être pas tant pour les défis de ce siècle et la transition énergétique, mais c'est pour le futur de l'humanité à plus grande échelle. Oui, on pourrait dire, c'est une manière d'être prudent, hein, on pourrait dire ça, parce qu'effectivement, comme ça hurle au loup depuis 70 ou 80 ans, et que pour l'instant on n'a jamais eu autant de cuivre, de nickel, de cobalt, de tout ce qu'on veut, il faut toujours un peu se méfier en disant on va être en panne dans 5 ou 10 ans. C'est pas effectivement le cas, c'est sans doute pas le cas. Par contre, si, il se pose quand même plein de questions autour de la trajectoire de transition énergétique ou environnementale telle qu'elle est imaginée, hein, c'est-à-dire un peu, grosso modo, un business as usual en termes de besoins, en termes de croissance, mais avec une électrification beaucoup plus importante d'un certain nombre de processus industriels et de la mobilité individuelle, voire même collective, si on parle demain de plus d'avions électriques ou d'avions hydrogène, donc produits à partir d'électricité verte, etc. Dans cette trajectoire, ce qui pose sujet, il y a quand même une accélération des besoins dans un certain nombre de métaux, alors en particulier le cuivre et puis quelques métaux de batterie qui peuvent être notamment le manganèse, le nickel, le cobalt, mais pas que, parce qu'il y a aussi d'autres technologies de batterie qui contiennent pas forcément ces métaux-là. Et donc là où effectivement il y a des taux de croissance et des besoins très très impressionnants, avec des multiplications en certains scénarios de l'Agence internationale de l'énergie par exemple table sur 1 fois 50 pour le lithium. Donc c'est pas impossible à faire. On l'a déjà fait dans le passé d'ailleurs. Hein. Si vous doublez un truc tous les 5 ans, au bout de 20 ans vous avez quadruplé, enfin vous avez multiplié par 8, c'est pas très très difficile. Non, plus que ça même, je me trompe dans le calcul. Mais en fait, la question, c'est à quel rythme on peut faire ça et à quel prix environnemental, en fait. C'est-à-dire que, voilà, les mines, il faut les ouvrir quelque part. Parfois, c'est en zone tropicale, avec des sols qui sont fragiles, avec des forêts, avec des espaces de biodiversité. Parfois, on commence à parler de nodules polymétalliques sous les océans. Donc ça aussi, l'impact, évidemment, sous l'eau, mais environnemental, il est potentiellement démultiplié. On maîtrise beaucoup moins ce qu'on fait en mode sous-marin qu'en mode au-dessus de la Terre. Donc il va y avoir quand même des enjeux autour de ça et des enjeux de sobriété pour dire comment on évite cette trajectoire aussi forte. Mais la transition environnementale n'est pas la seule raison de l'extraction. Voilà, de l'évolution exponentielle aujourd'hui de l'extraction. Si j'avais été amusé à regarder, par exemple, le cas du nickel, donc le nickel, c'est vraiment un métal assez emblématique des métaux, des batteries. En réalité, voilà, les besoins en nickel qui ont dû tripler ou quadrupler ces 20 dernières années,
c'est essentiellement l'augmentation des aciers inox. Donc c'est plutôt lié à l'industrialisation et l'urbanisation du monde. Hein. C'est pour faire des laiteries, pour faire des usines chimiques, pour faire de la serrurerie et des infrastructures dans les usines et dans les villes et dans les bâtiments. Voilà, c'est ça qui a fait la croissance historique du truc. Après, la cerise sur le gâteau, c'est le fait que certains de ces métaux-là vont être utilisés aussi comme métaux de transition. Mais voilà, le cobalt, c'est pas utilisé non plus que dans les batteries. C'est un métal de l'aéronautique, du développement donc aérien ou bien du secteur de la défense. Voilà. On est vraiment dans un processus plutôt additif. C'est pas une découverte de dire ah là là, on va avoir besoin de plus en plus de métaux à cause de la transition. La transition, c'est juste presque un épiphénomène, quoi. Et puis il doit y avoir l'intelligence artificielle aussi dans tout ce mix, j'imagine. Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est les data centers. Alors il y avait déjà pour accompagner la croissance des besoins, la croissance des besoins de stockage, de calcul, les sites internet, etc. L'ensemble des usages. Il y avait déjà des projets de data center hyperscale, donc des centaines de projets de data centers consommant eux-mêmes des centaines de mégawatts, voire même maintenant on monte presque à l'échelle, je pense, de 1 gigawatt ou plus. Donc c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire, c'est quand même pas rien. Normalement, ça alimente des villes de quelques centaines de milliers, voire de millions d'habitants en électricité. Et effectivement, l'IA n'arrange rien puisque on est sur vraiment des projets incroyables. Donc c'est quoi un data center pour faire simple, c'est un empilement de serveurs, c'est-à-dire en gros un empilement d'ordinateurs sans l'écran, quoi. Si je simplifie outrageusement le truc, mais bon. Donc ça contient effectivement un certain nombre de métaux, de l'électronique. Pas forcément des quantités phénoménales dans l'absolu. Hein. Là encore, je sais pas si vous comparez la quantité de tantal, donc un métal qui sert dans les microcondensateurs, dans les petits cylindres qu'on trouve un peu dans tous les produits, dans toutes les cartes électroniques. Si vous comparez avec le tantal qui va servir d'élément d'alliage pour un super alliage dans l'aéronautique, voilà, vous faites un sacré paquet de petits microcondensateurs avec l'équivalent de ce que vous allez mettre dans un réacteur ou dans une aile d'avion. Mais voilà, quand même, il y a au bout d'un moment, tout ça finit par se voir, et puis surtout l'impact environnemental à la fabrication, tout ça, ça demande des degrés de pureté très élevés, des mélanges, etc. Et des objets qui sont pas du tout recyclables en fin de vie.